Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à la guerre de l'anneau, le jeu de cartes que je vous avais présenté précédemment sous forme d'unbox. Donc là je vais rentrer un peu plus dans le gameplay et vous donner aussi mon avis sur le jeu. Alors avis un peu première impression dans le sens où je n'ai fait que quelques parties, notamment à 4 surtout. Donc je peux pas forcément rentrer dans tous les détails parce que dans le deck building, véritablement il faut souvent 30, 40, 50 parties pour vraiment avoir un avis assez profond. Mais a priori, quand on a joué autant de parties, c'est qu'on aime le jeu. Donc, pour la guerre de l'anneau, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, ça se situe évidemment dans le monde des terres du milieu, à la fin du Troisième Âge, et ça reprend pas mal de la thématique du jeu de figurines La Guerre de l'Anneau, qui viennent un petit peu de la même famille, si j'ose dire, et qui a été repris par Ian Brody. Ian Brody, à qui on doit surtout les Quartermaster, que ça soit Première ou Deuxième Guerre mondiale, avec pas mal d'extensions, donc des jeux de cartes driven, où on gère effectivement des cartes pour gérer son armée, en sachant que le ressort principal reste quand même les cartes qui permettent de déplacer quelques pions armés qui sont pas en quantité énorme. Donc cette fusion, vous la retrouvez dans la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, puisque là, on va se concentrer uniquement sur des paquets de cartes, en sachant que va y avoir 4 factions. Donc, comme dans Quartermaster général, vous êtes obligé de jouer les 4 factions. Alors, si vous êtes à 2 joueurs, il va y avoir le camp du bien et du mal, pour faire simple. À 3 joueurs, il y en a un qui va prendre Gandalf et les deux autres vont prendre les méchants. Et si vous êtes à 4, qui est la configuration bien évidemment idéale, il y aura 2 gentils et 2 méchants qui céderont. Alors l'un représentera le roi sorcier qui vient du Mordor à la fin du Troisième Âge, vu que Angmar a disparu. Et enfin, l'autre méchant on l'appellera les monstres, mais représentera plus singulièrement Saruman, et il aura le contrôle notamment alors je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Des Aradrim, qu'ils appellent les sudistes, je crois. Voilà, il reprendra l'armée d'Isengard aussi, forcément avec Saruman, mais aussi des tas de monstres comme des gobelins, des monts brumeux, etc., etc. Donc il aura aussi toute la magie de Saruman, donc notamment le Palantir d'Orthanc, ça c'est marrant. Puis voilà, quelques monstres comme l'Arak, etc. Voilà. Et de l'autre côté, du côté du bien, on peut le dire, eh bien, parce que c'est une œuvre assez manichéenne, eh bien vous aurez quelqu'un qui représentera les elfes et les Dunédain. Donc ça sera la partie peut-être un peu plus militaire, un peu plus faite de gros héros puissants, comme on retrouvera Aragorn. Donc il est censé, ce paquet-là, incarner Aragorn et Grandpa. Et dans l'autre paquet, vous allez avoir un truc un peu plus moins militaire, mais plus sur côté route. Donc plus le paquet dédié à la communauté de l'anneau et aussi aux cavaliers du Rohan. Je crois que on appelle les Rohirrim, je crois. Je me souviens plus du pluriel dans le monde, mais voilà, aux cavaliers du Rohan. Et donc vous retrouverez des objets, Pipin, Merry, Bilbo, Frodon, etc., etc. Donc voilà, 4 paquets singuliers, très asymétriques, où chacun apportera soit en militaire, notamment dans les batailles, soit dans la route. Alors, quand je vous parle de bataille et de route, faut que, si vous connaissez un peu le Seigneur des Anneaux façon War of the Rings, c'est-à-dire le jeu de plateau de figurines, avec principalement c'est de la bataille, mais il y avait aussi les dés avec le cheminement de Frodon vers le Mordor et la corruption. Donc on retrouve un peu cette thématique-là. Alors je vais vous faire directement peut-être une mise en place et ça va être un petit peu plus clair. Alors l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'effectivement la mise en place est très rapide. Je pourrais peut-être même la faire en live. Parce que finalement, voilà, une mise en place, c'est quoi? Donc là, vous prenez ces 2 paquets-là, vous les mettez de côté. C'est dans le paquet bataille. Voilà. Ici, ça va être le paquet route. Et ensuite, chaque joueur va prendre son paquet de cartes. Et normalement, vous êtes prêt à jouer. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc, quand je dis 2 minutes, j'exagère presque. Voilà, juste simplement sur la mise en place. Voilà, le premier joueur, si vous faites le gros scénario, mais en fait, il n'y a pas tellement de variété de scénarios. Après, il y a que un scénario d'initiation qui est raccourci, mais le grand scénario, c'est le vrai scénario. Voilà.
Donc ça va être l'équipe de Frodon. Alors je vais essayer de les synchroniser. Voilà, hop, hop, parce que c'est comme ça. Non. L'équipe de Frodon. Hop, hop, voilà, je les mets comme ça pour. Là, c'est l'équipe de Frodon, l'équipe du roi sorcier, Aragorn et Saruman. Donc voilà, et pour commencer le jeu, bah, c'est simple. Chaque joueur va prendre 7 cartes et va en choisir 5 à garder dans son paquet. Voilà pour la mise en place, hein. C'est vraiment très simple. Donc vous en prenez 5, vous en défaussez 2. Alors il faut savoir que c'est des paquets de 30 cartes, hein. Donc voilà. Et ensuite, bah, vous placez les champs de bataille. Donc là, je vais refaire un petit peu de place. Le champ de bataille, alors comme c'est Frodon, eh bien vous prenez un champ de bataille du côté du bien. Quand ça sera le deuxième tour, bah, comme on passera le tour premier joueur, eh bien ça sera le roi sorcier qui placera un de ses champs de bataille. Donc vous en prenez un au hasard, par exemple. Donc tour 1, hop, qu'est-ce qu'on a? La laurienne. Donc en plus, c'est un champ de bataille qui a des effets. Donc ce champ de bataille rapportera au camp qu'il gagnera 2 points de victoire. Ne pourront se présenter pour la bataille que les monstres et les troupes du Mordor. Et enfin, ne pourront le défendre que les troupes de la Laurienne et les magiciens. Voilà. Donc comme vous avez vu dans les paquets, vous avez plusieurs types. Vous voyez, par exemple, ce paquet-là d'Aragorn, il y a les Dunédains et vous avez les elfes. Donc il ne pourra utiliser pour aller en bataille que les armées à proprement parler elfiques ou magiciens, en sachant que les magiciens sont dans l'autre paquet. Donc il y a notamment Gandalf. Alors sur le paquet que j'ai pris, par exemple, voyez, vous avez Gandalf le Gris qui pourra intervenir, les gens du Rohan non, les hobbits non, forcément c'est pas des militaires, mais voilà, Gandalf pourra aller soit à la guerre, soit sur la route. Voilà. Ceux qui défendent la Laurienne ont un bonus de défense de 2. Donc, c'est-à-dire que c'est un combat de 2. Donc, par exemple, si vous l'attaquez, bah, vous envoyez des troupes. Alors, avec les troupes, là, par exemple, il faut que je prenne, par contre, plutôt des monstres, on va dire. Alors, chaque joueur pourra emmener les troupes qu'il a. Donc, moi, j'ai ce symbole-là, donc ça correspond, ça match. Donc, j'envoie les gobelins du Mont Brumeux. Paf, paf. Et puis, bah, peut-être que voilà, j'aurai une aide, on va dire, du Mordor, vu que le Mordor, là, ce symbole-là, c'est éligible. Et puis, ah oui, il y avait ça, bah voilà, les orques du Mordor vont intervenir pour attaquer la Laurienne. Et donc voilà, on a un différentiel de 3 contre 2, ça compte, c'est de la défense de base. Donc charge aux défenseurs de mettre plus de troupes pour la défendre. Alors, une armée elfe, c'est assez fort en général, mais il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, par exemple 2 de défense. Donc voilà, là, la Laurienne sera défendue. Et twist du jeu qui est assez marrant, c'est que les armées qui ont été utilisées, tous ceux de l'attaquant sont morts, et tous ceux qui ont été impliqués, qui ont pris au moins un point de dégâts chez le défenseur, sont morts. Mais simplement, quand je dis mort, je veux dire éliminés. C'est-à-dire qu'ils sortent du jeu, ils sortent définitivement. Donc vous allez avoir un paquet de cartes qui risque de fondre au fur et à mesure de la partie, ce qui est notamment le cas pour 2 camps, voilà. Donc vous allez avoir pour la fin du jeu de moins en moins de cartes, que ce soit des 2 côtés, mais peut-être de manière plus critique pour les peuples libres. C'était un peu un tempo qu'on retrouvait dans le jeu de confrontation d'il y a 10 ans. Hein. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que là, en plus, il y a des effets sur certains lieux. Là, par exemple, ça active une double bataille. Donc vous aurez en même temps que la bataille de la Laurienne, eh bien, la bataille de Dol Guldur, qui sera là et qui obéira à peu près au même mécanisme, sauf que là, ça sera impliqué à nouveau les elfes et les magiciens, mais c'est le Mordor qui devra se défendre. Et là, pareil, il y aura un système de défensif. Donc voilà, il y a un système de mécanique de combat qui est assez marrant. Donc ça, en fait, vous avez dans l'absolu un lieu de champ de bataille, avec 1 ou 2 champs de bataille, parfois 3, ça dépend. Et enfin, un lieu de route. Les routes, en fait, sont numérotées. Donc c'est là ce qui va scripter à proprement parler le jeu, parce que il y aura seulement 3 cartes de route 1, vous en prenez une au hasard, et là, il y aura un lieu éventuellement de confrontation. Alors ce lieu de confrontation, on va dire que par défaut, il favorise le peuple libre. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité dans les points de force, c'est les peuples libres qui gagneront les points de victoire que vous voyez là. Et enfin, voilà, donc là ça agit un peu de manière différente. Chaque personnage, enfin les armées, donc des forces armées, mais les personnages, les héros, par exemple vous prenez Legolas, qui est un héros, peut à peu près tout faire. Il peut soit aller se rendre sur les routes,
à condition qu'on soit sur des routes de niveau 3 à 9. Donc là, 1 à 2, il peut pas, parce que on est à un moment de l'histoire où Legolas n'intervient pas. Là, ce sont les hobbits qui quittent la comté. Donc effectivement, en termes de narration, il n'y a pas de logique à ce que Legolas intervienne dès le début. Voilà, donc ça aussi, c'est un petit côté sympa. Vous voyez, Grandpa intervient au niveau du 2 à 6 de la route. Après, voilà, effectivement, il est plus connu sous le nom d'Aragorn. Albarad, voilà, on le rencontre un peu plus tôt. C'est un des rôdeurs, je crois. Voilà, donc il y a des héros qui ne pourront intervenir, des personnages, sur la route que en fonction de cette icône-là. Et enfin, pour aller en militaire, dès que les elfes peuvent être sollicités, ils pourront partir à la guerre et peut-être disparaître en combat. Hein. Ça arrive assez vite. Quand on engage ces personnages à la guerre, bien souvent, ils finissent par disparaître. Pareil, la mécanique se retrouve aussi pour les personnages qui vont sur la route et pour lesquels il y a confrontation. Donc, si par exemple Grandpa essaye de défendre contre la corruption le porteur de l'anneau, alors là, pour le coup, par défaut, vu qu'il y a 1 de défense, eh bien là c'est les peuples libres qui gagnent. Donc a priori, il n'y a pas de raison de poser Grandpa. Mais par contre, si vous commencez à voir, je crois qu'au niveau 1, il n'y a pas grand-chose en menace contre les... alors, voilà, par exemple, voilà, nuée de Crébin, voilà. Donc là, ça commence à faire 1 contre 1. Donc comme on a dit, en cas d'égalité, c'est les peuples libres qui gagnent. Donc si j'en trouve un autre, c'est pas sûr, j'en trouve un. Je crois qu'il y en a un, voilà, être des Galgal. Voilà, donc là, par exemple, si vous faites un peu cette combo-là, vous avez réussi à en placer 2. Là, si jamais le tour s'arrête, eh bien, c'est l'ombre qui va remporter la carte et marquer des points de corruption. Voilà. Donc, d'où l'intérêt à un moment de jouer un personnage pour défendre le porteur de l'anneau de la corruption. Et dans ce cas-là, on se retrouvera à 2 contre 3. Mais voilà, tous les personnages impliqués seront éliminés du jeu. Voilà, c'est un peu radical, c'est un petit peu déstabilisant quand on joue au début, mais finalement, avec le jeu de cartes, ça force à une certaine mécanique que je vous expliquerai plus tard. Voilà. Autre chose étonnante, je vous ai dit qu'en début de jeu, on pioche par exemple 5 cartes pour jouer. Sur un tour de jeu, donc on va poser en premier lieu les champs de bataille, ensuite on va poser les lieux de route, et enfin chacun va pouvoir jouer en fonction de l'ordre du tour. Donc pareil, par exemple Frodon doit démarrer, il va pouvoir jouer une de ses cartes. Sauf que là il y a un petit truc très intéressant, c'est que quand vous jouez une carte, eh bien vous la jouez, vous devez défausser une carte pour pouvoir la jouer. Et donc ça va vous forcer à des choix. Par exemple là j'ai envie de poser Sam Gamgee, voilà le fameux, pour voilà, je le pose, donc je suis obligé de défausser une carte. Alors parmi mes cartes, laquelle vais-je défausser? Alors peut-être les cartes du Rohan, parce que finalement le Rohan n'est pas très sollicité dans cette partie-là. Donc allez hop, je la défausse et je vais pouvoir jouer mon Sam. Pareil, autre mécanique du jeu, vous pouvez jouer directement vos personnages ou vos armées, soit pour une armée sur un champ de bataille, soit pour un personnage en général qui a des capacités ici sur la route, soit si vous avez en haut et en bas, comme c'est par exemple Legolas que je vous avais présenté, qui sait un peu tout faire, voilà, soit vous le présentez sur la route ou sur l'armée, soit vous pouvez le mettre en réserve. Et donc ça, c'est un moment important du jeu parce que la réserve, eh bien, vous allez les mettre directement dans un espace de jeu qu'on appelle la réserve. Hein, et ces personnages-là ou ces armées-là que vous avez, vous ne pourrez pas les envoyer pendant cette manche, pendant ce tour, dans les combats ou sur la route. Donc ça veut dire que vous allez montrer à vos adversaires et à votre allié éventuellement, hein, bien sûr, à tout le monde donc, que vous préparez cette carte. Et à partir du second tour, à partir du tour 2, vous pourrez l'impliquer ou pas si vous le voulez. Donc la gestion de la réserve est très importante. Alors déjà parce que finalement vous êtes, il faut jouer ces cartes, hein, et ça vous force à préparer vos tours suivants. C'est-à-dire que Sam, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas trop de menaces sur la route, donc je vais le mettre en réserve. Ou peut-être je vais jouer autre chose pour faire diversion. Par exemple, je vais jouer mes cavaliers du Rohan que je place en réserve pour pouvoir peut-être les jouer au tour 2. Et je garde un peu secrètement ma main, comme quoi j'ai des hobbits, en attendant peut-être un move de la part de l'ombre pour les contrer avec mes hobbits. Voilà un petit peu comment ça joue. Donc voilà, donc pareil, chacun va jouer à tour de rôle, donc on joue, en sachant qu'on finalement on brûle entre guillemets 2 cartes par tour.
Sauf que là encore, il y a un petit twist très intéressant qui va arriver. Vous avez la possibilité de passer. Alors passer, dit comme ça sert à quoi? Donc vous passez votre tour, mais il y a des conditions pour passer son tour. Passer son tour, vous pouvez le faire que si vous avez 2 cartes ou moins dans votre main. Vous pouvez passer aussi si vous avez moins de cartes que vos 2 adversaires. C'est-à-dire que l'ombre a par exemple pioché des cartes supplémentaires, donc cette carte ici, 6 cartes là, et vous en avez 4, bah vous pouvez dire je passe. Et comme ça force ceux qui ont le camp qui a beaucoup de cartes à jouer plus que vous dès le début et donc à dévoiler sa stratégie, dévoiler ses coups. Est-ce qu'il va envoyer des troupes orques directement dans la bataille parce qu'il va essayer de la remporter, ou est-ce qu'il va les mettre en réserve pour essayer au prochain tour de remporter les batailles? Donc tout ça, c'est des choix qu'ils vont faire. Et bien évidemment, si tout le monde passe, c'est la fin de la manche, donc c'est la fin du tour, et donc un nouveau tour a lieu. Voilà pour la mécanique globale du jeu. Alors après, il y aura des objets qui vont renforcer les cartes. Ça reste un jeu de deck building, donc il va y avoir beaucoup de texte au-delà des personnages qui vont vous permettre de modifier l'état du jeu, de modifier peut-être les batailles, de modifier la route, de faire qu'un personnage qui devrait mourir ne meure pas. Par exemple, caractéristiquement parlant, les hobbits, quand ils sont sur la route, bien souvent ne meurent pas. Vous voyez, ils sont petits, ils se sauvent, etc. Alors pas tous, hein, mais voilà. C'est un peu l'idée principale, ou parfois avec le manteau du Nazgûl, un Nazgûl qui intervient ne sera pas tué à la fin de l'histoire. Donc pas mal de cartes qui pourront modifier le jeu. Alors en plus, voilà, on a les superbes illustrations sur les routes et sur les batailles de John Ho, qui est un peu l'illustrateur officiel, on va dire, depuis les années 80, je crois. Donc voilà, donc c'est un plaisir de retrouver ça. Donc voilà, à la base, vous n'avez que 30 cartes, 30 cartes pour là-dessus. Donc vous allez au moins une fois, voire 2, voire 3, voire 4 fois recycler vos cartes, d'autant que vos cartes vont, au fur et à mesure du jeu, diminuer, parce que vous allez vous apercevoir que souvent le jeu va vous demander d'éliminer des cartes, soit parce qu'il y aura des batailles, soit parce qu'il y aura des confrontations sur la route, soit parce qu'il y aura des effets de l'adversaire qui vous forceront à éliminer des cartes, soit parce que des fois pour enclencher certaines capacités, vous devrez éliminer des cartes. Ou encore dans certaines configurations, quand vous n'avez plus qu'une carte en main, bah, vous serez peut-être parfois contraint d'éliminer des cartes. Voilà, donc un paquet de cartes relativement pas si imposant que ça, qui va encore se réduire. Donc voilà pour le gameplay en général, hein, je vous ai donné vraiment les très grandes lignes. Alors une chose qui est aussi intéressante, c'est les conditions de victoire. Alors comment on gagne? En cumulant un maximum de points de victoire. Et donc ces points de victoire, vous les vérifiez à la fin de la route numéro 9. Donc vous voyez qu'il va y avoir un effet crescendo sur les points de victoire. Les routes du début rapportent 1 point et sur la fin, on est plutôt sur du 3 points de victoire. Et donc par contre, il y a encore un autre twist, j'ai envie de dire, un effet du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, si un camp arrive à scorer 10 points de victoire de plus que l'autre à la fin d'un tour, eh bien, il gagne automatiquement la partie. Alors pourquoi je vous dis ça spécifiquement? Parce que bon, les parties tournent aux alentours de 20 points à la fin du tour 9, donc vous dites forcément 10 points, c'est énorme. Sauf qu'il y a un tempo dans le jeu. Faut savoir qu'en début de partie, les 2, 3, peut-être même 2-3 premiers tours, là encore, comme dans la guerre de l'anneau, le jeu de figurines, vous avez un avantage clair qui est pour les peuples libres. Donc parce que l'ombre n'est pas encore installée, les mécaniques font que les routes, les batailles ont plutôt tendance à être gagnées dans un premier temps par les peuples libres. Et donc il y a la possibilité d'un rush, assez difficile, mais la possibilité d'un rush qui soit fait par les peuples libres pour gagner, par exemple au tour 3, je vous dis un exemple, mais voilà, ça peut arriver, où vous allez avoir quand même, quoi qu'il en soit, a priori, à la fin du tour 3, une espèce de tension avec un gros avantage pour les peuples libres. Sauf que le tempo du jeu, le design du jeu va faire que petit à petit, l'ombre va être de plus en plus puissante et les choses vont commencer à s'inverser, et donc ce qui va être un petit peu le plus passionnant dans le jeu, ça va être justement ce point d'aversion et comment les peuples libres arrivent à contenir l'ombre. Donc ça, c'est assez intéressant, en sachant que les peuples libres ont pas mal de personnages, Galadriel, Elrond, Aragorn, tout ça, donc
Ils ont des armées, mais ils vont se faire grignoter. Il va y avoir une inversion et peut-être un rush de l'ombre sur la fin pour remporter la victoire. Parfois, l'ombre, elle perd jusqu'au tour 9 et au tour 9, elle fait un massacre parce qu'elle a bien préparé son coup. De manière générale, ce jeu-là implique de bien préparer. Alors c'est pas un jeu de combo où on joue ses cartes les unes derrière les autres façon Magic. Voilà, c'est vraiment un jeu de combo, oui, mais c'est un jeu de combo lent, un peu comme dans Imperium que j'avais présenté sur la chaîne, c'est-à-dire qu'il va falloir placer vos cartes. Alors parfois vous avez la possibilité de les envoyer directement, vous voyez, comme je vous ai expliqué, Gandalf, vous dites bon c'est un magicien, faut absolument gagner Dol Guldur ou défendre la Lorien, je le balance, et bon il y a de grandes chances qu'ils disparaissent du jeu à la fin, bon ça fait partie de la dynamique, donc il faut pas s'affoler plus que ça. Soit vous le mettez en réserve et vous allez le jouer au moment opportun, au moment que vous allez choisir, vous voyez. Donc l'idée, c'est de préparer ses cartes, préparer ses armées. Ça sera d'autant plus criant pour le peuple des elfes d'Undain, le peuple d'Aragorn, où vous allez poser au fur et à mesure du jeu vos Dunédain. Pareil pour Saruman, qui va poser petit à petit son armée de Sudéron, d'orques et d'armées d'Isengard. Il va le poser petit à petit, parce que aussi des fois, vous n'aurez pas là non plus la possibilité d'envoyer vos armées, les armées que vous voulez au bon moment, hein. Donc tout ça, ça demande de la préparation et une espèce de vision du jeu, donc qui peut être un peu difficile justement sur les premières parties. Voilà, donc voilà pour le gameplay. Je pense vous avoir parlé de la plupart des choses, j'espère. Voilà, vous avoir un peu éclairci le jeu. Alors en tout cas, voilà, les règles en soi, elles sont très simples. Elles s'expliquent en 10-15 minutes, grand max. Simplement, la difficulté va être vraiment d'optimiser ces cartes, de comprendre les textes, de comprendre l'enjeu. Il y a des cartes qui ont l'air anodines comme ça, mais qui peuvent faire un peu basculer le jeu, qui ont de l'importance. Je pense par exemple au serpent noir, vous voyez. C'est une carte qui permet de réactiver des champs de bataille. Donc dans ce jeu-là, il y aura aussi des possibilités de réactiver des batailles que vous croyez que vous aviez gagnées, et votre adversaire vous forcera à aller rejouer ces batailles et peut-être vous reprendre la carte de champ de bataille que vous aviez gagné. Voilà. Donc toutes ces cartes-là sont assez intéressantes. Si vous avez une stratégie de foncer dans les batailles ou de foncer sur la route dès le début, vous allez probablement perdre, hein. C'est aussi au joueur qui arrivera à mieux gérer le tempo du jeu, mieux gérer son tempo de ses cartes, parce que malgré tout, les cartes sont assez importantes et donc selon comment elles arrivent, ça va influencer votre façon de jouer et vous allez peut-être un peu subir le jeu ou être dans un flow qui sera top et qui va vous permettre de briller, hein. Donc voilà sur le gameplay. Si je peux vous synthétiser par exemple je vais vous synthétiser un petit peu ce que j'ai aimé dans le jeu, hein, tout simplement. Alors bon, déjà j'ai été très content de retrouver les belles illustrations, même si elles sont inégales comme je l'avais dit dans l'unbox. Même si c'est John Ho, il n'a pas tout réussi non plus, hein. Voilà, le côté impressionniste sur les paysages, ça marche bien. Sur les personnages visages, ça marche déjà un peu moins en gros plan. Voilà, donc les illustrations, l'ambiance qu'on retrouve, le côté un peu scripté de la route, qui est où on sent qu'on chemine de cul-de-sac vers le Mordor. La dynamique du jeu qui fait qu'au début les peuples libres ça va et au fur et à mesure les armées de l'ombre s'accumulent et submergent les Dunédain et les elfes. Donc ça c'est sympa. Les hobbits qui reviennent de la mort à chaque fois, donc ça c'est aussi très sympa. Donc voilà, je trouve qu'en termes d'ambiance, on s'y retrouve. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on joue à 4 en général, hein. Ce jeu est fait vraiment designé pour 4, hein, donc ça sera peut-être un défaut que je vous exposerai plus tard. Mais on retrouve un peu justement cette configuration à 4, les avantages du jeu de compétition et du jeu coopératif, parce que vous coopérez avec un partenaire et en même temps vous êtes en compétition contre une autre équipe. Donc ça c'est vraiment le type de jeu que je préfère. C'est pour ça que j'adore Battlestar Galactica notamment, c'est parce que en fait, alors il n'y a pas de rôle caché ce coup-ci, mais voilà, vous êtes en équipe contre équipe, un peu comme au tarot, donc ça c'est vraiment très sympa. Je trouve aussi qu'on peut faire des batailles assez épiques. Moi souvent il y a quelques lieux où les batailles, surtout en fin de jeu, sont vraiment à couper au couteau. Donc vous avez les batailles de Minas Tirith, parce que Minas Tirith vaut 3 points de victoire.
et qu'il y a des cartes qui permettent de les rappeler en jeu, de les modifier, etc., que ça implique pas mal des peuples libres, eh bien, vous avez vraiment des batailles très épiques où on monte à 12, 13 points de force, où on calcule chaque point. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment la complexité aussi qu'on a dans les combos. Je trouve qu'à chaque fois qu'on joue une partie, on va peut-être trouver des nouveaux combos, des nouvelles cartes, des nouvelles combinaisons pour jouer certaines cartes. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. En plus, il y a quatre clans, on va dire, 4 types de jeux. Donc même si vous avez déjà joué un des clans, eh bien, quand vous jouez l'autre versant, vous dites ah oui, ça joue comme ça, je comprends mieux, etc. Donc il y a 4 découvertes potentielles à faire. Donc ça, c'est très sympa. Alors sinon, il y a quoi d'autre? C'est la dynamique aussi des petits twists que je vous indiquais, notamment les passes. Je trouve que ça a l'air tout bête comme ça, mais le fait de pouvoir passer, de faire voir un petit peu le jeu de l'adversaire, de masquer un peu votre jeu, c'est très bien. Il y a des bons retournements de situation qui sont impliqués par ça, c'est-à-dire que vous allez garder 2 cartes en main, vous passez, l'autre joue ses cartes, et hop, vous sortez un Gandalf de la poche, et ça bouleverse complètement la partie. Et en plus, votre adversaire sait que vous avez peut-être un Gandalf dans la main, et voilà, il sera peut-être obligé, peut-être qu'il va prendre des risques, pas de risques, en sachant que voilà, il va essayer de prendre par exemple Minas Tirith, et puis là, bim, Gandalf arrive, et tout ce qu'il avait échafaudé rate, et peut-être que lui, d'un autre côté, il avait le roi sorcier, et vous ne saviez pas, et ça va rebasculer la partie. Donc voilà, on peut avoir des mouvements qui sont vraiment très sympas. Autre qualité, je voulais montrer, c'est vraiment la mise en place très très rapide du jeu. Donc voilà, ça au moins on peut jouer rapide, même si le jeu est long, et ça sera peut-être un des inconvénients. Pour moi, c'est plutôt un avantage, parce qu'au moins on a le temps de s'immerger, on a le temps de faire une partie. Alors c'est pas un jeu rapide, hein, c'est un jeu qui dure au moins 2 heures. Nous, dans les parties qu'on a fait, ça allait entre 2 voire même 3 heures pour certaines parties. Pourquoi? Parce que quand vous jouez un petit peu, voilà, si vous jouez très vite, voilà, vous allez jouer tout ça, ça va partir. Mais si vous voulez jouer un peu compétition pour gagner, etc., va falloir bien observer le jeu de l'adversaire, bien optimiser vos trucs, bien voir ce qui est présenté par lui. Par exemple, il faut bien regarder. Vous dites ah bah voilà, il a les cavaliers du Rohan, donc si jamais il y a une bataille dans le Rohan, il y a déjà ça qu'il a en réserve. Il a combien de cartes en main? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Voilà, donc vous avez quand même un jeu qui peut être long. Après, voilà, quand vous connaissez un peu le jeu, vous réduisez drastiquement, vous arrivez à 2 heures, 1 heure et demie, voire peut-être 20 minutes, hein, si, je vous dis, les peuples libres arrivent à rusher le jeu, ce qui peut arriver, ou même un autre camp vers le tour 6 ou 7, hein, le Mordor, peut-être qu'il arrive à rusher le jeu à ce moment-là, donc ça c'est très sympa. Et en plus, cette petite règle du plus ou moins 10 pour gagner, je trouve qu'en plus ça donne de la tension. Ça donne de la tension parce que moi j'ai vu des parties où finalement les peuples libres au tour 3 étaient à plus 8 ou plus 9 points de victoire. Vous voyez, donc tour 4, il y a une tension. Sauf qu'au tour 3, les peuples libres ont tout donné, ils n'ont plus rien dans la chaussette, et on est déjà dans le moment où les peuples de l'ombre l'ombre va commencer à regrignoter petit à petit 2 points de victoire, 3 points de victoire, 2-3 points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Et gagner à la fin, hein, mais bon. Voilà, il y a cette tension qui s'est créée qui était vraiment très sympa. Alors, sur les points, cette fois-ci, négatifs, qu'est-ce que je peux vous donner? Les points négatifs, pour moi, ça a été déjà une première partie qui est très décevante. Voilà, donc si vous avez déjà joué au jeu une fois et que vous n'avez pas aimé, c'est presque un peu normal, je trouve, parce que si on n'est pas un habitué du deck building, je trouve que la première partie, on est vraiment un peu perdu. Voilà, par exemple, vous avez cette carte, vous en défaussez 2, faut lire chacune des cartes, faut essayer de comprendre les cartes, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, qu'est-ce qui va se passer autour d'eux, parce que fondamentalement, si vous voulez bien jouer, faut commencer à regarder les autres cartes, qu'est-ce qui peut arriver comme combat, quel clan, quelle race vont être impliqués dans les prochaines batailles, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut me tomber dessus, etc. Donc c'est vrai que la première partie, on est un peu paumé, on sait pas trop comment jouer les objets, on sait pas trop comment combiner ces cartes. Là, idéalement, il faut jouer d'abord Gandalf le gris, puis dans le paquet, vous avez un Gandalf le blanc. Donc si vous jouez Gandalf le blanc tout de suite, vous devez éliminer du jeu Gandalf le gris. Donc en fait, vous n'avez pas, comme dans le film, hein, le comeback de Gandalf. Donc vous êtes peut-être obligé de jouer Gandalf si vous tirez la carte de Gandalf le blanc dès le début, vous êtes obligé soit de la défausser, soit essayer de la garder en main, ce qui est jamais très évident. Voilà, donc
toutes ces petites choses-là font qu'une première partie pour moi est généralement décevante. Voilà, moi ce qui m'a donné envie de refaire une partie, c'est vraiment le thème du Seigneur des Anneaux. Et puis bon, voilà, je me suis dit, j'ai pas aimé, mais voilà, faut creuser. Voilà, c'est un jeu qui se savoure une deuxième voire une troisième fois, et plus vous allez y jouer, plus vous allez voir des choses, parce que vous allez changer de clan, parce que vous allez changer d'équipe, parce que vous allez changer de partenaire aussi, plus vous allez voir des choses qui vont être très intéressantes. Autre inconvénient aussi à mon sens, c'est le tempo du jeu. Des fois, vous pouvez vraiment subir la partie, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bonnes cartes qui arrivent, les cartes lieux, les cartes bataille ne vous concernent pas, donc vous êtes là vraiment en observateur, et puis vous pouvez pas faire grand-chose. Donc ça peut durer un tour, ça va encore, 2 tours, ça commence à être long. Et en plus, voilà, c'est pour ça que je reprends mon exemple de première partie. Ça peut vraiment vous arriver pendant longtemps la première partie, parce que vous n'aurez pas joué les bonnes cartes, parce que vous n'aurez pas su garder les bonnes cartes, ou vous n'aurez pas su préparer vos prochains coups. Donc tout ça fait que le tempo du jeu, il est pas très facile à lire dans un premier temps, et si vous n'avez pas les bonnes cartes aussi, ça peut être un peu problématique, mais comme dans tous les jeux. Alors, notion que je pondère, parce que justement, et là aussi, ça, pour moi, c'est un défaut, c'est qu'il n'y a seulement que 30 cartes dans le jeu. Donc, je pense qu'à un moment, les combos peuvent un petit peu être scriptés. C'est-à-dire que vous allez un petit peu facilement anticiper qu'est-ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Face à des joueurs aguerris, je pense que, voilà, à un moment, le jeu peut être à moitié en pilote automatique. Alors j'exagère en disant ça, probablement, j'ai pas fait... Là, Ian Brody, il a fait 1 an de playtest, hein, donc j'imagine que son jeu, enfin en tout cas c'est ce qu'il a revendiqué, il est plutôt bien testé pour être joué, mais voilà. C'est pas un hasard que déjà des extensions soient programmées, notamment pour jouer à 5 ou 6. Donc voilà, c'est pas un hasard. Donc voilà. Je trouve que le peu de cartes à un moment, quand on a fait une dizaine de parties, ça peut, voilà. Enfin, ce jeu-là, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu à combo. Il peut durer, je vous ai dit, on a fait une partie qui a duré 3 heures, voire un peu plus, alors que dans la base, le jeu, c'est 90 minutes, hein, ce qui est dit. C'est parce qu'à un moment, dans ce jeu-là, si vous voulez bien réussir votre jeu, ça joue à pas grand-chose. Une bataille fondamentale comme Minas Tirith, où il y a 3 points de victoire en jeu, vous montez vos forces, vous passez à 8, vous passez à 9, vous passez à 10, à 11 et 12, et donc ça va se jouer vraiment au point près. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment bien observer ce que en réserve votre adversaire, les cartes qui peuvent arriver, etc. Donc ça peut donner des temps de 5 minutes de réflexion pour bien programmer. Et même s'il se passe rien, comme vous êtes un peu obligé de programmer un petit peu votre partie, vous voyez, c'est un jeu où vous posez en réserve, et au partir du tour prochain, les cartes seront disponibles pour se déplacer vers les champs de bataille ou la route. Eh bien, vous allez être un peu contraint quand même de réfléchir à vous projeter, voilà, à vous projeter et à observer les cartes posées par votre adversaire, voire aussi par votre allié, hein, pour essayer de comprendre lui où il en est de ses cartes et de sa mécanique, en sachant qu'il n'y a pas de conversation secrète, tout ce qui est dit est en face à face. Donc voilà, ça fait partie quand même. Je pense qu'il peut y avoir un peu de blocage, et le jeu peut être assez long pour beaucoup de joueurs, et ça va en dérouter, ou certains ne vont pas apprécier, notamment pour ce côté particulièrement long. Alors, synthèse de la synthèse, mon avis global sur le jeu. Alors comme j'y ai joué avant et que j'ai acheté le jeu, vous vous doutez bien que j'ai un avis positif sur le jeu. Alors, à quel point est-il positif ce jeu-là? Ah oui, j'ai oublié de parler d'une chose, c'est sur le nombre de joueurs. Voilà. Sur le nombre de joueurs, il est prévu de 2 à 4 joueurs. Moi, j'y ai joué quasiment qu'à 4 joueurs. On a essayé une partie à 2, voilà. Mais c'est un peu embêtant, parce que quand vous jouez à 2 et qu'il y en a un qui connaît bien le jeu et l'autre qui ne le connaît pas, vous êtes un peu à contre-courant. L'autre va être un peu lent, va lire ses cartes, vous allez l'accompagner, comme beaucoup de jeux de deck building. Et voilà, ça peut créer peut-être de la frustration pour le joueur qui découvre, et puis bon, c'est pas très fair en fait, d'une certaine manière. Donc après, il y a des petits scénarios raccourcis pour peut-être prendre en main le jeu. Mais globalement, ce jeu-là, je pense qu'il est vraiment construit pour s'amuser à 4. À 3, les règles sont un petit peu bizarres, vu que c'est 1 contre 2. Donc un qui va jouer soit éventuellement avec 2 paquets de cartes différents, soit avec un paquet de cartes fusionnées. Bon, voilà, c'est pas optimum. Voilà,
4 joueurs, c'est vraiment le top. C'est là où on s'éclate le plus avec le côté coop, compète, mélangé. Donc voilà, clairement, le jeu est designé pour 4. C'est assez unanime si vous allez sur BGG. Voilà, c'est vraiment tapé sur 4. Mais je pense que si vous avez l'habitude de jouer à 2 et que l'univers, vous adorez cet univers-là, hein, qu'en plus vous voulez jouer sur du compétitif, ce qui n'est pas le cas du jeu de cartes JCE, sans forcément poser plein de matériel partout, pouvoir démarrer le jeu au bout de 2 minutes et de le remballer au bout d'1h30. Je pense qu'à 2, on peut facilement tenir 1h30, même moins. Donc voilà, à 2, ça fait le job. À 3, voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà pour le nombre de joueurs, et je pense que c'était un point important pour vous éclairer sur le jeu. Donc sur l'avis, je reviens vraiment sur mon avis, ce coup-ci. Moi voilà, comme je vous le disais, j'ai acheté le jeu, donc ça veut dire que j'ai été plutôt convaincu par le jeu. C'est un jeu qui offre à chaque partie, je pense, un peu de découverte sur des combos supplémentaires. Un autre joueur qui a joué le paquet de cartes que vous avez joué précédemment va peut-être pas le jouer comme vous, donc vous allez peut-être être surpris. Peut-être qu'il va faire des choses que vous n'y avez pas forcément pensé. Et en plus, vous avez 2 synergies de cartes, celui de votre allié, votre équipier, et le vôtre. Donc il va y avoir des mix qui vont se faire, qui vont être un peu différents. Donc ça peut faire pas mal de sensations. Voilà, en tout cas, moi, c'est le genre de jeu que j'adore. C'est un jeu suffisamment lourd pour me permettre l'immersion et suffisamment, je dirais, alors lourd, voilà, complexe, on va dire, et avec des règles de base simples, puis un univers qui est vraiment bien. Donc vraiment une bonne découverte, une bonne surprise. Je suis content de l'avoir intégré dans ma collection. Après, dès qu'ils ont annoncé la sortie de ce jeu-là, j'avoue que pour moi c'était presque un achat automatique parce que c'est le thème que j'adore. Maintenant, j'y ai joué une partie. Je vous dis, je l'ai pas aimé. La deuxième, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est à ce moment-là que j'ai pu acheter le jeu et le découvrir et j'ai envie de dire le savourer à ce moment-là. Donc là, j'en suis à 4 parties pour l'instant. J'en ferai certainement d'autres bientôt avec d'autres groupes pour leur montrer le jeu parce que j'ai vraiment envie. Même si j'en connais qui ont vraiment pas aimé ce jeu-là, trop long. Ils subissent trop le jeu, voilà, il y a eu des trucs, mais en ce qui me concerne, voilà, moi c'est une bonne surprise pour un jeu en plus à 40 €. Alors j'ai hâte d'avoir en plus les extensions parce qu'il y aura peut-être une version solo, il y aura peut-être une version 5 ou 6 joueurs, c'est ce qui est vraiment dans les tuyaux. En plus c'est vraiment dans l'ADN de Ian Brody avec ses Quartermaster général, puisque c'était des jeux Deuxième Guerre mondiale et effectivement c'était des jeux qui étaient plutôt designés à 5-6. Voilà, avec Allemagne, Japon, Italie contre États-Unis, Angleterre, France et Russie. Je crois que c'était un truc comme ça. Voilà, Chine, Russie, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc voilà, Ian Brody, il avait quand même designé ces jeux. Donc voilà, je suis content de retrouver Ian Brody sur des jeux qui jouent à 4 parce que ça marchait un petit peu moins et qui sont peut-être plus accessibles thématiquement pour un peu tout le monde, parce que déjà les illustrations sont belles globalement, si j'en critique quelques-unes, globalement il y a des super illustrations, donc voilà, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, si vous aimez les jeux de cartes, si vous n'avez pas peur de jeux qui durent plus d'1 heure, voire plutôt 2 heures, et que vous arriviez à y jouer peut-être de temps en temps à 4, franchement c'est un jeu que je vous recommande très fortement. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait, un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas les petits liens dans la description pour éventuellement acheter vos jeux et aider la chaîne sans que cela ne vous coûte rien. Un grand merci, à bientôt, au revoir.